Je vous parlais d'une poétesse russe, une grande poétesse russe qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle et qui a une œuvre tout à fait étonnante. Mais auparavant, je voudrais évoquer une amie qui est poète, Josiane Gelot, qui a disparu il y a quelques semaines. Et je voudrais lire un de ses poèmes qui figure dans un recueil intitulé Viens, marchons. Plus sûr de rien, tout ce qui m'abritait vole en éclats et me laisse comme écorché. Je pourrais pleurer devant une nichée de canards pour lesquels mon regard n'a pas plus de poids que le roseau qui se penche avec l'espoir fou de faire une ombre au tableau. Donc on va évoquer Marina Tsvetaeva. Sa poésie et son œuvre sont très intriquées. On ne peut pas dire qu'elle est une œuvre considérable. Il y a plusieurs dizaines d'ouvrages. Mais c'est une œuvre multiple. Ce n'est pas seulement la poésie qui est son travail principal. Elle a écrit pour le théâtre, elle a écrit un conte, elle a écrit des récits, elle a écrit des critiques, beaucoup de petits livres, et elle est aussi l'auteur d'une considérable correspondance avec de multiples correspondants. Ça n'est pas une œuvre immense en taille, mais c'est aussi une œuvre qui traverse une période extrêmement mouvementée. On peut dire que la vie de Marina et son œuvre est traversée par des périodes comme les prémices de la guerre de 14, la guerre de 14, la révolution russe, la guerre civile. Elle a connu l'exil, elle a connu l'écartèlement entre la position de citoyen soviétique après la révolution et le choix de son mari de s'engager dans les armées blanches. Voilà, elle a été au carrefour et puis elle a connu les débuts de la Seconde Guerre mondiale et le retour en Union soviétique dans des conditions particulières. Elle a été aussi en contact et en relation avec des grands noms de la littérature et de la poésie russe, et pas que russe. On va d'ailleurs commencer par évoquer Rainer Maria Rilke, avec lequel elle a correspondu en allemand. Et c'est une correspondance tout à fait passionnante. On a aussi la correspondance avec Pasternak qui traverse toute sa vie, pratiquement pendant de longues années. Et puis, elle a connu ou rencontré ou échangé avec beaucoup de grands poètes, Anna Akhmatova, Mandelstam qu'elle a connu quand elle était jeune, Mayakovsky qu'elle a croisé, qu'elle admirait, et Sénine qu'elle a aperçu. Bloch, Alexandre Bloch, elle ne l'a pas rencontré, mais elle lui a consacré des poèmes. Elle était passionnée et passionnante dans sa correspondance. Sa correspondance est une mine, elle fait partie de ces correspondances, un peu comme celle de Flaubert, qui sont très, très, très importantes à connaître pour l'histoire littéraire et pour l'histoire tout court. Elle a aussi connu un écrivain qui s'appelle Maximilien Voloshin et qui est très important pour elle, ce poète, parce qu'il l'a reconnu, il a reconnu son talent dès le premier livre, et il l'a accueilli. Il avait une maison en Crimée, à Koktebel, où il accueillait les écrivains, il l'a accueilli là. Et elle a connu aussi Ilya Irembourg, et je voudrais lire un témoignage d'Ilya Irembourg qui dresse le portrait de Marina Tsvetaeva dans son livre Les gens, les années, la vie. Marina Tsvetaeva avait 25 ans lorsque je fis sa connaissance. Ce qui frappait en elle, c'était un mélange de dédain et de désarroi. Elle avait une allure fière, la tête rejetée en arrière, un très grand front, mais c'étaient ses yeux qui trahissaient son trouble. Grand et innocent, avec un regard qui semblait ne pas voir, Marina était myope.
Ses cheveux étaient coupés courts à la Jeanne d'Arc. On aurait dit une petite demoiselle, une sainte Nitouche, ou alors un gamin de la campagne. J'ai entendu André Markovitch sur France Inter disant que les poètes russes écrivaient en état de vie et de mort et que pour eux, l'écriture était une nécessité vitale. On peut dire que Marina Tsvetaeva est complètement au centre de cette problématique-là, mais on peut dire que c'est semblable à celle de Mandelstam, qui a lutté pour sa vie et pour pouvoir écrire, d'Anna Akhmatova, qui a lutté aussi pour pouvoir écrire, de Mayakovsky, qui a lutté aussi pour l'écriture et qui s'est donné la mort, et quantité d'auteurs russes dont la vie a eu un côté tragique. Je voudrais lire un extrait d'un texte qu'elle a consacré dans un ouvrage qui s'appelle Souvenir, qu'elle a consacré à un poète qui s'appelle Valéry Briousov, et c'est un souvenir qui la concerne directement. L'estrade est un endroit bien visible. Sa visibilité se répercute même dans sa sonorité. Extra, radieux. L'estrade, un plateau élevé au-dessus du sol, et la sensation qu'on éprouve dessus, c'est celle du cavalier sur une place d'armes face à la foule. L'estrade du musée Polytechnique, ce n'est pas une estrade. L'endroit où l'on se produit, c'est le fond de la mer. Le lecteur, c'est celui qui se noie. J'ai trouvé. L'estrade du musée Polytechnique, c'est tout simplement une arène, sauf que les tigres et les lions sont en haut. Pendant que Briousov attend le silence, qui ne se fait pas, camarades, je commence. La femme, l'amour, la passion, la femme depuis le commencement des siècles n'a su chanter que l'amour et la passion. La seule passion de la femme, c'est l'amour. Chaque amour de femme est une passion. En dehors de l'amour, la femme, en ce qui concerne la création, n'est rien. Enlever à la femme, l'amour, la passion, ces trois mots dans le même ordre revenaient tous les trois autres mots, attendus et surprenants, comme les chiffres qui surgissent au compteur d'un taxi, sauf que là, ce sont de nouveaux chiffres. Alors qu'ici, les mots étaient toujours les mêmes. Sous mes cheveux, mes oreilles déjà fatiguées par cette mécanique, se dressèrent. Quant à la salle, elle était horrible. Le brouhaha continuel forçait l'orateur à parler et à penser d'une façon de plus en plus hachée. On aurait dit que c'était la salle qui discourait, interrompue par des coups de gueule isolés de Briousov. J'avais 2 fois honte. Lire pour cela, lire avec cela, 3 fois honte. Le meilleur exemple de cet exclusivisme de la création féminine est une pause. Camarades, vous la connaissez tous, elle est la célèbre poétesse, prière agacée. Camarades, la plus célèbre poétesse de notre époque est la poétesse, moi derrière son dos, à mi-voix, distinctement, Lvova. Mouvement brusque des épaules, presque un cri. Akhmatova, la poétesse Anna Akhmatova. À présent, camarades, vous allez entendre 9 poétesses russes. Elles diffèrent sans doute quant aux nuances, mais dans l'ensemble, elles sont identiques. Car je le répète, la femme ne sait encore rien chanter d'autre que l'amour et la passion. Camarade Adalis, Adalis d'une voix douce, Valéry Yakovlevitch, je ne commencerai pas. Je ne suis pas habitué à passer la première. Toutes les autres se récusent une à une. La salle gronde déjà. Je dis, simple et amical, Valéry Yakovlevitch, voulez-vous que je commence ? Un merveilleux sourire de loup, le second de toute la vie, et un aboiement soulagé. Camarades, le premier orateur sera, une pause appuyée, le poète Marina Tsvetaeva. Je suis debout sur l'estrade, comme toujours, mes yeux myopes, baissés sur mon cahier haut levé, calme. J'attends le silence qui se fait tout de suite, et de la diction la plus claire, de la voix la plus convaincante. Qui est sauf va mourir, qui est mort ressuscite. Leurs descendants curieux demanderont « Où étiez-vous » Question comme tonnerre.
Réponse comme tonnerre, nous étions sur le don. Pour quel labeur? Recevoir le martyre. Puis, fatigués, dormir un temps très long. Leur petit-fils, ouvrant le dictionnaire, après le mot devoir, écriront le mot don. Une seconde d'attente et ils applaudissent. Moi, les arrêtant de la main, je continue. Alors je lis un autre poème qui date de la même époque. Tous couchés en rang, sans partage, à bien voir les soldats, où sont les nôtres et les autres? Il était blanc, le voilà rouge, rouge de sang. C'était un rouge, le voilà blanc, blanc de mort. Donc, Marina Tsvetaeva est née en 1892, le 26 septembre. Son père, Ivan Tsvetaev, sa mère, Maria Main. Elle est la première des filles. Une seconde arrivera 2 ans plus tard, Anastasia, dite Asia. Il y a aussi 2 enfants issus d'un premier mariage du père, avec lesquels Marina aura une relation, de bonnes relations. Sa mère était une pianiste de haut vol, mais qui n'a pas pu devenir concertiste à cause d'une maladie pulmonaire dont elle décédera en 1906. Son père était un homme très cultivé, historien d'art, qui a voulu fonder un musée, et il a réellement fondé ce musée qui s'est appelé le musée Alexandre III, puis a été renommé Pouchkine, musée à Moscou. Sa mère voulait faire de Marina une pianiste, une musicienne, mais Marina s'est dérobée, elle est entrée en poésie, on va dire, très jeune. J'ai lu quelque part qu'elle écrivait des poèmes vers ses 10 ans et qu'elle les lisait dans des cercles, dans les salons de la bonne société russe. Sa mère devait aller faire soigner ses poumons en Italie. Son père devait aller chercher des pièces pour constituer le futur musée. Les 2 sœurs les ont suivies. Elles ont vécu avec les parents près de Gênes. Puis elles ont été mises dans des pensions. D'abord 1 an à Lausanne, puis 1 an à Fribourg en Allemagne. Ce qui explique que Marina Tsvetaeva parlait très bien l'allemand, parlait très bien le français. Et c'est avec ces 3 langues qu'elle a construit son œuvre, on va dire. À Moscou, elle vivait chez son père avec les 3 autres enfants. Ce temps n'a pas duré. Sa mère est morte assez jeune, en 1906, et son père quelques années plus tard. On peut imaginer Marina comme une enfant prodige. Elle était brillante, mais elle ne voulait pas faire de musique, bien qu'elle l'a connue très bien, pour l'avoir entendue, mais pour aussi avoir suivi des cours d'une école de musique. Mais elle avait choisi la poésie. Sa sœur aussi avait choisi d'écrire, elle écrivait très bien. On a un livre d'Anastasia, qui est un très beau livre. On est là dans un monde de grand raffinement culturel. C'est l'intelligentsia russe, on la connaît, un peu rebelle vis-à-vis du pouvoir du tsar, mais très raffinée, connaissant les langues, connaissant les littératures, connaissant les arts. C'est un monde où on croise des peintres, des musiciens, des poètes, des écrivains, des romanciers. Et c'est un monde très fertile pour une jeune femme extrêmement intelligente comme l'est Marina. Lorsque son père est mort, elle avait 16 ans, elle est partie à Paris. Elle a vécu quelques mois peut-être. Elle avait un grand engouement pour Napoléon. Hein. Son grand poète, c'était Pouchkine. Mais elle aimait beaucoup Napoléon et elle avait à cet âge-là, adolescente, une espèce de passion pour l'aiglon. Donc elle est allée à Paris voir la pièce d'Edmond Rostand jouer avec Sarah Bernard. Quand elle est revenue à Moscou, elle a écrit son premier recueil, l'album du soir,
qui a été reçu avec beaucoup d'encouragement, de soutien par le poète Maximilien Voloshin, qui en plus a décidé de l'accueillir dans sa maison de Crimée, à Koktebel, où il accueillait toutes sortes d'écrivains et de poètes et d'artistes. C'est là qu'elle rencontre pendant un séjour Sergueï Effron, et dont elle tombe, c'est le coup de foudre, elle est séduite immédiatement par la beauté de ce jeune homme. Ils se marient, une fille leur naît, Ariane, qui sera surnommée Alia tout au long de sa vie. Les voici qui rentrent à Moscou, Serge part à la guerre comme infirmier alors que sa santé était extrêmement fragile. Pendant ce temps, Marina vit sa vie, elle a une liaison avec une femme, Sofia Parnok. Elle a rencontré aussi brièvement Mandelstam à Koktebel, chez Voloshin. Quand Serge est revenu, on est en pleine guerre, ils ont une seconde fille en 1917, juste avant la Révolution, et aussitôt après la Révolution, Serge décide de s'engager auprès des Blancs et disparaît. Donc elle ne le voit plus, elle vit seule avec ses deux filles. Elle se consacre beaucoup au théâtre, elle fréquente le théâtre studio de Moscou, pour lequel elle écrit plusieurs pièces. Elle a écrit une dizaine de pièces en tout, Marina Tsvetaeva. Elle s'éprend des comédiens, des comédiennes, elle a une vie très vivante. Mais les années 19-20 sont les années de la guerre civile, sont aussi les années de la famine à Moscou. On ne trouve rien à manger. Il faut partager les logements aussi, hein, mais c'est surtout la nourriture qui est terrible. Et des gens proposent à Marina de mettre ses deux filles à l'orphelinat pour qu'elles puissent mieux manger. Marina se laisse convaincre, mais elle n'est pas très sûre. Elle est très attachée à sa première fille, à Ariana. Et elle va rendre visite à l'orphelinat en plein hiver, c'est la neige, c'est une expédition terrible. Elle trouve sa fille malade de la malaria, et là elle est placée devant le choix de Sophie. Qu'est-ce que je fais? Laquelle de mes deux filles j'essaie de sauver? Elle ne peut pas les nourrir les deux. Elle laisse Irina à l'orphelinat et elle emmène Ariane à la maison où elle la soigne, elle soigne cette malaria. Alors je vais vous lire des extraits de son journal, de son cahier, qui nous explique ce qui s'est passé. Mes amis, un grand malheur m'est arrivé. Irina est morte à l'orphelinat le 16 février, il y a 4 jours. Et par ma faute. J'étais si occupé par la maladie d'Alia, la malaria, des accès répétés, et avait si peur d'aller à l'hospice, peur de ce qui est maintenant arrivé, que je m'en étais remise au destin. Vous vous souvenez, Verochka, dans ma chambre, sur le divan, je vous avais encore posé la question, et vous aviez répondu peut-être. Et je m'étais encore écrié, empli d'un tel effroi. Oh, de grâce, et maintenant c'est arrivé, rien ne pourra réparer. Je l'ai appris par hasard, j'étais passé à la Ligue pour le secours des enfants, place Sobetchaya, afin de chercher un sanatorium pour Alia, et soudain, le cheval roux et le traîneau chargé de paille de Kuntsevo, je les ai reconnus. Je suis entré, on m'a appelé, vous êtes Madame telle, c'est moi, et on me l'a dit, elle est morte sans être malade, de faiblesse. Je ne suis pas allé à l'enterrement, Alia avait 40°7 ce jour-là. Et dire vrai, je ne pouvais tout simplement pas. Hélas, mesdames et messieurs, on pourrait en dire long. Je dirais seulement que c'est un mauvais rêve. Je pense encore que je vais me réveiller. Et un peu plus loin, dans
les cahiers. La mort d'Irina est horrible en ce qu'elle est parfaitement contingente. Si elle est morte de faim, un tout petit peu de pain. Si de malaria, un tout petit peu de quinine. Oh, un tout petit peu d'amour. Voilà, Marina est bouleversée par la mort de sa fille, sa seconde fille, mais elle continue à vivre dans ce Moscou pour le théâtre, pour sauver sa fille, Arianna. Elle a des engouements pour des comédiens, pour des comédiennes. On a noté son intérêt pour la jeune comédienne Sonia Holiday, qu'elle appelle Sonetchka, dont elle se souviendra en 1937 en apprenant sa mort. Et elle lui a consacré son dernier livre en prose. On peut dire que Marina ne sait pas concevoir une amitié sans passion, hein, sans que l'amour en soit, même si toujours ces amours ne connaissent ni les caresses, ni les effusions corporelles. C'est presque tout le temps hein, chez elle. Voilà, un extrait de l'histoire de Sonetchka. Devant moi, un brasier vivant, tout brûle, elle brûle tout entière. Le feu embrasse les joues, les lèvres, les yeux, dans le feu ardent de la bouche. Les dents blanches, les deux tresses noires semblent se tordre à cause des flammes, l'une sur le dos, l'autre sur la poitrine, comme si le feu l'y avait rejeté. Et le regard émergeant de ce brasier exprime un tel ravissement, une telle détresse. C'est tant j'ai peur et tant j'aime. Marina Tsvetaeva songe toujours à Serge. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle est très inquiète. Elle rencontre Rimbourg qui va et vient entre l'Europe occidentale et la Russie. Et il doit aller en Allemagne et elle lui demande s'il peut retrouver Serge. Et Rimbourg tombe sur Serge à Berlin. Enfin, il entend parler de lui, donc il le prévient. Je vais vous lire des extraits de texte de lettres qu'elle a envoyées ou qu'elle n'a pas envoyées à Serge. Le 5 mai 1911, en effet, jour de soleil, je vous ai vu pour la première fois sur un banc au bord de la mer. Vous étiez assis à côté de Lilia et vous portiez une chemise blanche. Mon cœur cessa de battre en vous voyant. Est-il possible vraiment d'être aussi magnifique ? À cette vue, on a honte de poser le pied par terre. Ce fut exactement ce que j'ai pensé et je m'en souviens. Serioja, que je meure demain ou que je vive jusqu'à 70 ans, c'est égal. Je sais comme autrefois déjà, je le savais dès la première minute. Pour toujours, personne d'autre. Un autre extrait. Je n'écris plus. Je vous embrasse. Je suis déjà tout en vous, au point de n'avoir plus ni yeux, ni lèvres, ni mains, rien que le souffle et le battement du cœur. Donc la rencontre se fait en 1923, enfin assez rapidement. Elle obtient le droit de quitter l'Union soviétique et elle le rejoint à Berlin. À Berlin, elle rencontre beaucoup d'écrivains, de poètes. Ils sont là avec Alia, mais il faut vivre. Et la seule façon de vivre, c'est de trouver une ressource. Serge obtient une bourse du gouvernement tchécoslovaque, mais il faut qu'il aille étudier à Prague. Et les voici qui partent à Prague pour pouvoir y vivre. Alors ils s'installent à l'extérieur de Prague, dans un village d'un faubourg au sud, où ils ont les moyens de louer une maison. Alors il faudrait faire une pause ici pour évoquer la situation de Marina Tsvetaeva dans le domaine politique.
on pourrait dire qu'elle elle n'a pas de vraies convictions. Enfin, ses convictions sont... elle a des engouements. Elle a eu un engouement pour Napoléon. Elle, elle voit la Révolution comme quelque chose d'assez étrange. La Révolution, c'est quand même ce qui a transformé sa vie. La maison où elle habite, la maison de son père, elle est obligée de partager avec plein de gens. Elle a juste 2 pièces qui lui restent pour elle et sa fille, et ses 2 filles, enfin quand Irina était vivante. Elle, elle a vu sa fille mourir de faim. Voilà. Et quand son mari est parti rejoindre les armées blanches, elle a écrit un livre à la gloire des Blancs, hein, le camp des cygnes, qu'elle ne ressortira jamais d'ailleurs, un livre de poèmes. Sur le plan politique, on pourrait dire elle ne sait pas très bien, elle n'a pas beaucoup de... c'est assez difficile de la caractériser. Elle n'est ni à droite ni à gauche. Elle ne comprend pas les engouements de son mari. Elle ne comprend pas elle l'a suivi pour son engagement dans les armées blanches. Quand il reviendra vers le camp soviétique, elle ne le comprendra pas vraiment. Par contre, en poésie, elle sait où elle est, Marina. Elle connaît très bien, elle connaît admirablement bien les poètes et leurs œuvres, et elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a un chemin très sûr, très précis. Voilà. Il faut lire la postface dans Le ciel brûle d'Ève Malraux. Ève Malraux, c'est une des traductrices pour le français de Marina Tsvetaeva, et c'est une traductrice de très haut vol, de très haut niveau. Et sa postface est magnifique. Elle nous fait connaître cet auteur de façon extraordinaire. Voilà, je lui rends hommage parce que les traducteurs sont... Alors, il faut dire que Marina, qui est poète, qui est reconnue comme poète, dès qu'elle est... dès ses années en Russie, quand elle arrive dans l'émigration, elle est repérée comme poète. Mais elle a quand même beaucoup de mal à entrer en lien, en relation avec les poètes de l'émigration. Elle ne connaît pas non plus beaucoup de poètes des autres pays. Elle est un peu solitaire. Hein. Je reviens sur l'aspect politique pour dire que quand elle retrouve son mari Serge, il lui explique que quand il était avec les armées blanches, il a vu ces armées se livrer à des pogroms, et, ça l'a désespéré. Hein. Donc, et elle, ça achève de l'égarer. Hein, elle ne sait plus ce qu'il faut croire, ce qu'il faut savoir. Voilà. Donc ils sont à Prague, dans ce faubourg, et elle a une vie très, très simple, dans un tout petit logement. Elle s'occupe du ménage, son mari court prendre ses cours. Elle est sur la même table pour préparer la nourriture, peler les pommes de terre et écrire dans son cahier. Toute sa vie, ce sera comme ça, même plus tard. Pendant toute la période de l'émigration, elle sera dans cette situation-là. Pendant cette période, en 23-24, elle fait la connaissance d'un collègue de son mari, étudiant, Konstantin Rodzevitch. Elle conçoit un amour très, très, très rapide, très fulgurant pour lui. Lui semble y être sensible, mais Marina, qui s'est engagée à rester toujours avec Serge, ne peut pas le quitter. Et ça donne naissance à deux grands poèmes, le poème de la montagne et le poème de la faim, dont je vais vous lire des extraits. Mais je voudrais commencer par lire un extrait d'un poème qu'elle a consacré, qu'elle a dédié à Anna Akhmatova, qui s'appelle Sur le cheval rouge,
qu'elle avait écrit dans les années 20, donc quand elle était encore en Russie, pour voir le lien stylistique, si vous voulez, entre ces trois extraits. Voilà. Lui n'a pas veillé sur mes lèvres, ni béni mon sommeil, ni pleuré avec moi sur ma poupée brisée. Tous mes oiseaux pour la partance, il les lâchait, puis, l'éperon nerveux sur son cheval rouge, entre les monts bleus de la débâcle fracassante. Oh, les pompiers, partout ça hurle, lueur du feu, partout ça hurle. Oh, les pompiers, l'âme qui brûle, pas la maison qui brûle. La cloche d'alarme ulule, vas-y, balance ton buble. Ô cloche d'alarme, pullulent les flammes, l'âme brûle. Dansant des ravages du beau aux gerbes rouges et des flambeaux, j'applaudis, je bondis, rugis. De moi l'éclair jaillit. Qui m'a tiré, d'où ça crache et gronde? Quel aigle m'a ravi? Je m'y perds. J'ai sur moi une chemise longue avec un rang de perles. Clameur du feu, cliquetis de vitres, sur chaque visage, au lieu d'orbite, 2 brasiers luisent. Les lissées plumes, on brûle, on brûle, on brûle. Craque donc, millénaire bahut, crame, toi, magot, massé, reclus. Ma maison, souveraine au-dessus, que souhaiter de plus? Oh, les pompiers, que le feu redouble, front peinturé d'or, tous, au fourneau, incendie. Oh, tiens debout, debout, que croulent les poteaux. Soudain, quoi? A crouler, si soudain, un poteau? Pas crouler, vers le ciel, folle appel de 2 mains, et le cri « Ma poupée !» Voilà pour ce premier extrait. Le deuxième, c'est tiré du poème de la montagne. Je vais vous lire trois passages. La dédicace, le premier poème et le 7e. Que tu tressailles et tombes des montagnes et monte l'âme. Laisse mon chant monter, chant de l'entaille de ma montagne. Je ne pourrai ni là ni désormais combler l'entaille. Laisse mon chant monter tout au sommet de la montagne. Cette montagne était le torse d'un conscrit renversé par la mitraille. La montagne voulait des noces, des lèvres vierges, un cérémonial. Cette montagne l'exigeait, irruption de l'océan dans l'oreille, criant « Hourra » d'un même jet. Cette montagne errait et guerroyait. Montagne pareille au tonnerre, c'est en vain qu'on joue avec les titans de la montagne. La dernière maison au bout du faubourg, souvient-on des mondes que cette montagne? Pour le monde, il prend cher, Dieu est avide. L'entaille vint de la montagne. La montagne était par-dessus la ville. Lamentait la montagne, rien que tristesse, resterait du sang et brasiers qui sont nôtres. Témoignait la montagne, elle ne nous laisserait pas, ne t'admettrait pas avec une autre. Lamentait la montagne, rien que fumée, resterait de nos cités et au-delà. Témoignait la montagne, et nous, destinés aux autres, je n'en vis pas ces autres-là. Lamentait la montagne d'un poids affreux, le serment qu'il est trop tard que nous renions. Témoignait la montagne, vieux est le nœud gordien, devoir et passion. Lamentait la montagne sur notre entaille. Demain, attends, quand au-dessus de nos fronts, non, la mort, seuls mes manteaux, la mer étale. Demain, quand nous comprendrons un bruit, comme si quelqu'un tout simplement, pleurait tout près. Lamentait la montagne séparément, descendre, il nous faudrait. Dans la vie dont nous savons bien tous, bohème, boue, bazar, etc., témoignait encore que tous les poèmes des montagnes s'écrivent comme ça. Voilà, et le troisième extrait, qui est un extrait du poème de la fin. Donc je vais lire le premier et le 5e poème. Le poteau sur un ciel rouillé. Le poteau sur un ciel rouillé, doigt hautain, lui posté au lieu désigné, le destin.
Moins le quart. Ponctuel, non? La mort n'attend pas. Exagérément d'élabore. Chapeau bas. Chaque cil d'un défi, chargé. Bouche exclue. Exagérément dégagé le salut. Moins le quart, exact, non? Syllabe sonnant faux. Le cœur tombe, qu'a-t-il? Signal du cerveau. Ciel des noirs présages, acier et rouilleur. Lui, présent au lieu familier. Soir, 6 heures. Ce baiser, lèvres de bois bien insonores, tel qu'aux souveraines, la main, tel qu'aux morts. Citoyens se précipitant, les reins prennent, exagérément lancinante, la sirène. Hurlante, ainsi qu'un chien rugit, bruit rageur, exagération de la vie quand on meurt. Soudain, ce qui n'est qu'à mi-corps, jusqu'aux astres, exagérément ou encore tout plus vaste. Mentalement, cher, quelle heure? 7, disons? Au cinéma ou bien du heure? La maison. Mouvement des lèvres, je sais, ne parlera pas le premier. Vous ne m'aimez pas? Mais si vous ne m'aimez pas, éminé, liquidé, éliminé, regard d'aigle sur les parages. Ça, la maison, vous y pensez? La maison est en moi, verbiage. L'amour, c'est de chair et de sang, rougi de son sang qui s'étale. L'amour, il vous semble que c'est bavarder derrière une table, un quart d'heure et chacun se rentre, ainsi que ces messieurs et dames. Amour, cela veut dire temple. Petit, que l'on vous plante lame après lame, sous l'œil braquet des viveurs, et moi à l'écart. Amour, cela veut dire arc tendu, arc corde, l'accord craque. Amour, cela veut dire lien. Nous, tout est loin, bouches et vies. Pas de mauvais œil, t'ai-je bien demandé en cette heure intime, leurs proches au sommet des monts et de la passion. Mémoria, fumée. L'amour, c'est tous les dons aux flammes, et toujours pour rien. La bouche, fente de coquilles, pâlie, non rictus, inventaire, et avant toute chose, un lit unique. Abîme, avez-vous l'air de dire? Tambour de la main. Ce n'est pas déplacer les bons. Amour, cela veut dire mien. Je vous ai compris, conclusion. Tambour de la main sans arrêt. Plus fort, l'échafaud et la place. Partons. Et moi qui espérais, mourons. C'est tellement plus simple. Les trucs à bon marché suffit. Assez de rimes, rail, hôtel. Amour, cela veut dire vie. Non, les anciens le dénommaient autrement. Eh bien, le poing serre un poisson, lambeau de mouchoir. On y va, votre itinéraire, cartouche, rail, poison, au choix. La mort, sans aménagement. La vie, en général romain, regard d'aigle à son régiment défait. Quittons-nous désormais. En 1925, à Prague, après cet amour qui n'a pas pu se développer, Marina a un fils. D'abord, elle avait l'idée de l'appeler Boris, parce qu'elle en avait fait la promesse à Boris Pasternak. Elle avait une correspondance passionnée avec Boris Pasternak, mais elle n'a pas pu tenir l'engagement auprès de Serge. Le fils est baptisé Georgi, et Marina va le surnommer Mour. Mour, qu'on écrit couramment M-O-U-R, mais qui est un nom tiré d'un roman satirique allemand des années 1880, et, qui a comme héros le chat Mour, M-U-R-R. Voilà. Alors, il est temps d'évoquer les points communs entre Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva. L'un et l'autre ont une mère musicienne. Le père de Boris Pasternak est un
peintre, un artiste reconnu, qui a fait des gravures pour Tolstoï, qu'il a rencontré. Et Boris a rencontré Tolstoï quand il était tout petit. Ils sont pratiquement du même âge, enfin ils ont 1 ou 2 ans de différence. Et le rapport entre leur poésie et la musique est flagrant. Enfin, ce sont deux poètes qui s'estiment profondément l'un l'autre. Quand Marina Tsvetaeva a découvert Ma sœur, la vie de Pasternak, elle a été absolument bouleversée par la puissance de cette poésie. Et en retour, à la réception du poème de la fin, Boris Pasternak est renversé en quelque sorte. C'est un poème qui le marque profondément. Ce sont un peu des jumeaux. On pourrait dire que Marina ne sait pas ce que c'est que... mais c'est vrai aussi pour Pasternak. Qu'elle soit femme et lui homme ne fait aucune différence. Ce sont des homologues, ce sont des forces créatrices en poésie équivalentes. Pasternak aura le prix Nobel plus tard, mais Marina Tsvetaeva aurait pu avoir le prix Nobel, mais dans un monde qui ne serait pas misogyne, bien sûr. Enfin voilà. C'était intéressant de faire le point sur leur relation. D'ailleurs, cette correspondance passionnée, ils ne se sont pratiquement jamais rencontrés, ils se sont rencontrés 2 fois. Et la dernière fois, c'est au congrès des écrivains pacifistes, je crois, qui a lieu en France, à l'initiative de Gide. Pasternak est dépêché de force par le cabinet de Staline. Lui, à ce moment-là, était complètement en dépression nerveuse très 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 forte. Il arrive à Paris, il retrouve Marina Tsvetaeva et sa famille, et à ce moment-là, la rencontre n'a pas vraiment lieu. Marina est très froide, Pasternak est ailleurs, voilà. Marina qualifiera cette rencontre de non-rencontre. Donc en 1926, la bourse de Tchécoslovaque est supprimée, et les voici obligés de chercher d'autres moyens de vivre, donc ils décident de partir à Paris. À ce moment-là, Serge s'est lancé dans le mouvement eurasien, qu'il a plus ou moins créé avec d'autres personnes. Il est le directeur d'une revue. Ça fait des tout petits moyens. À Paris, dans la région parisienne, la famille vit à Meudon, à Vanves, à Clamart, dans des périodes différentes. Il y a eu une période où la famille est partie vivre en Vendée. C'est un peu dû au romantisme de la Révolution française de Marina, qui avait une passion pour André Chénier, par exemple. Et puis Marina essaye de publier ses livres, ses poèmes. C'est très difficile, elle publie dans des revues de l'émigration, mais à un moment donné, elle écrit un article d'engouement pour la poésie de Mayakovsky, et ça lui ferme les portes des revues de l'immigration. Elle est très mal vue par les écrivains et les poètes qui vivent en France, les Russes. On peut dire qu'elle ne connaît pas tellement mieux les écrivains français, elle est passée à côté, enfin, ou plutôt, eux sont passés à côté d'elle et de son œuvre. On peut parler de Gide, qui elle écrit mais qui ne répond quasi pas, de Pollan, qui aurait pu l'accueillir dans la nouvelle revue française, la NRF, de Brice Parrain, qui avait un rôle d'éditeur. Personne ne la publie, à part
des éditeurs qu'elle connaît, qui sont des éditeurs des Russes. Euh, elle est, euh, elle est tenue un peu en quarantaine et elle en souffre énormément. Voilà. Alors je vais vous lire un petit extrait d'une lettre à Pasternak parce qu'elle a eu cette correspondance avec Pasternak et puis elle a eu cette correspondance à Troyes avec Pasternak et avec Rainer Maria Rilke qui a été initié par Pasternak, c'est lui qui les a présentés l'un à l'autre de façon épistolaire. Et voilà, je vous lis deux petits textes. Le premier, c'est un extrait d'une lettre à Pasternak. Et le deuxième, c'est une élégie que Rainer Maria Rilke a consacrée à Marina Tsvetaeva. Comprends-moi bien, je ne vis pas pour écrire des vers, j'écris des vers pour écrire. Non, je vais reprendre. Comprends bien, je vais reprendre. Comprends-moi bien, je ne vis pas pour écrire des vers, j'écris des vers pour vivre. Qui donc se fixerait comme but ultime d'écrire des vers? Je n'écris pas parce que je sais, mais pour savoir. Tant que je n'écris pas à propos d'une chose, ne la regarde pas, elle n'existe pas. Mon moyen de connaissance, l'énonciation. La connaissance immédiate jaillit de sous la plume. Tant que je n'écris pas une chose, je n'y pense pas. Et puis l'élégie de Rilke. Élégie à Marina Tsvetaeva. Ces pertes dans le tout, Marina, ces étoiles qui croulent, où que nous nous jetions, vers quelle étoile, nous ne la croissons pas. Le compte est toujours déjà clos. Ainsi, qui tombe ne diminue pas le chiffre saint. La chute renonçante choit dans l'origine, et là, guérit. Tout ne serait-il donc que je change du même ou transfert? Et nulle part un nom, la place à peine d'un intime gain. Nous, vagues, Marina et la mer, nous, profondeur et ciel, nous, terre, Marina, et printemps mille fois, ces alouettes que l'irruption du chant jette dans l'invisibilité. En France, Sergueï s'est engagé pour la cause eurasienne, mais il a été rattrapé par les services secrets russes. Il faut dire qu'il y a une double évolution de Serge et d'Ariane qui aspirent à retourner en Union soviétique et qui sont de plus en plus convaincus que c'est là que leur vie doit se faire, qui sont de plus en plus attirés par le régime soviétique. Sergueï a probablement été manipulé par les services secrets russes qui en ont fait un de leurs agents et qui l'ont mouillé dans l'assassinat d'un opposant. Cet assassinat fait que Sergueï devient quelqu'un qui est poursuivi. Pendant ce temps, Ariane a demandé son passeport et est retourné à Moscou. Et Sergueï est évacué quelque temps plus tard par bateau de France. Marina se retrouve seule à Paris avec son fils Moore et elle est prise en charge par les services soviétiques qui lui donnent un peu de quoi vivre et où habiter. Elle habite dans des hôtels à ce moment-là. Alors, je vais vous lire un extrait d'une lettre à une correspondante. Autre exemple. Je suis resté 1 an sans écrire de poème, pas un vers, tout à fait tranquillement. À savoir, les vers venaient et repartaient, survenaient et repartaient. Je ne notais pas, il n'y avait donc pas de poème. Vous écrivez vous-même et vous savez bien qu'il n'existe pas les poèmes impromptus. Pas plus ceux qu'on ne note pas que ceux qu'on n'écrit pas, que c'est un travail. Et quel travail! Marina ne voudrait pas rentrer en Russie. Elle se confie dans sa correspondance
Mais Moore insiste, hein, il voudrait que la famille se réunisse à Moscou. Euh, elle finit par céder et le voyage est organisé par les services soviétiques par bateau. Donc c'est un voyage de plusieurs jours qui passe par la Scandinavie. Et les voici qui arrivent à Moscou, qui retrouvent Sergueï et Ariane dans une maison qui sert à accueillir les émigrés de retour en Russie. À peine quelques jours, Ariane est arrêtée. D'autres gens qui sont dans la maison sont arrêtés. Puis, quelques temps plus tard, Serge est arrêté. Euh, Marina et Moore se retrouvent seuls dans cette maison qui est immense et froide, glaciale, où il n'y a pas moyen de se chauffer. Ils finissent par partir et aérer dans Moscou en sollicitant euh, des hébergements chez des gens de la famille. L'accueil des écrivains pour Marina est très froid. On lui concède du bout des lèvres la possibilité d'achever des traductions. Vous savez, on fait des traductions au maître, en quelque sorte, on fait faire des traductions au maître, et on demande à des écrivains de remettre ça en forme. Des auteurs, les auteurs sont géorgiens ou d'autres nationalités de l'Union soviétique. Ça paye très mal, et Marina ne peut plus écrire. Cette chose-là, Mandelstam a fait ça pour vivre aussi, à une époque. Voilà, je vais vous lire un poème, un extrait de poème, qui est tiré du poème de l'air, qui a été écrit dans les années 35 environ, et qui a pris naissance à partir de la traversée de l'Atlantique par Lindbergh. Plénitude, plénitude naturelle, ipséité, qualité stable du moi, marche d'un escalier commun, l'heure nocturne indifférenciée, cette sensation d'étalement anonyme contre un mur aspiré par un souffle d'air jardinier, cette évidence en moi que quelqu'un me précède, me cède, de toute sa plénitude divine de nuit, de toute son insurrection de ciel, comme froissement des feuilles du mélèze, comme chuchotis d'écume contre le pont, ni la contrée, ni l'heure ne sont connues, l'invisibilité est absolue, au cœur de la nuit même. Cette nuit n'est pas plus noire que noire, infiniment plus nuit que noire elle est. La pellicule qui iris de sa beauté cinabre, carmin, évanouit l'entre nos deux réalités au résillement de la rétine, ne souillera plus mon œil. Un songe, au mieux un son, mais ce son alors, quelle image, quel mirage, tais-toi, laisse-moi écouter. Nous deux faisons pas un, non appariable, non conjugable, pas uniforme ensemble à deux, pas esselé. De chacun de nous deux le pas, s'il n'est fantôme, mon pas. Dommage qu'il faille apparier les blancs, les vides. Arrangeons-nous un peu d'un pouce, ou bien tu me cèdes en hauteur, en puissance de tes pensées. Soit m'entendras-tu, mes songes cesseraient absolument la rime, mon rythme enfin mien, colon Christophe, je dis salut Terre-Neuve, et bonjour l'air, oublions l'ambulante vérité, le fond, ces reculs d'armes, ces seins de femmes que piétine un soldat-tige éculé, ou la mer que martèlent les pieds velours du tout-petit. Alors en 1939, elle apprend l'invasion de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie, c'est sa seconde patrie de cœur. Et elle écrit un poème. Ils ont pris. Les Tchèques approchaient des Allemands et crachaient.
voir les journaux de mars 1939. Ils prenaient vite et ils prenaient largement. Ils ont pris les cimes, ils ont pris les tréfonds, ils ont pris l'acier, ils ont pris le charbon. Ils ont pris notre cristal et notre plomb. Ils ont pris le sucre et ils ont pris le trèfle. Ils ont pris le nord et ils ont pris l'est. Ils ont pris les ruches et ils ont pris le blé. Ils ont pris notre midi et notre ouest. Les Tatras, ils les ont pris et pris les termes. Ils ont pris les alentours et les lointains, mais plus amers que le paradis sur terre. Ils ont pris les armes sur le sol natal. Ils ont pris les fusils, ont pris les cartouches. Ils ont pris l'amitié, puis pris le minerai. Mais tant qu'il reste du crachat dans la bouche, tout le pays est armé. Voilà, donc elle essaye de vivre dans cette situation en Russie, au moment de l'invasion nazie, elle est évacuée avec beaucoup d'autres gens. Elle est évacuée à Elabouga, c'est une espèce de tout petit bourg, où elle ne trouvera plus aucun soutien. Les relais qu'elle peut avoir, l'Union des écrivains, plus personne ne répond. Elle essaye de mendier le droit de faire la vaisselle dans une cantine des écrivains pour manger, et rien. Elle est désespérée. Elle écrit 3 lettres l'une à ses voisins pour les supplier de ne pas laisser son fils seul, l'autre à un écrivain, Nikolai Assaev, pour lui demander de prendre en charge son fils, et la dernière à son fils pour lui dire qu'elle n'a plus rien de possible pour elle, qu'il n'y a plus rien de possible pour elle, qu'elle est dans une impasse, et elle met fin à ses jours le 31 août en se pendant. Je vais lire juste 2 poèmes pour achever cette présentation. Un poème qui date du 23 janvier 1940, donc bien avant. Il est temps, pour ce feu-là, je suis vieille. L'amour est plus vieux que moi, de 50 fois janvier. Une montagne, l'amour est encore plus vieux, vieux comme une prêle, vieux comme le serpent, plus vieux que l'ambre de Livonie, et plus vieux que tous les bateaux fantômes, que les pierres, plus vieux que les mers. Mais le mal dans ma poitrine est plus vieux que l'amour, plus vieux que l'amour. Et un dernier petit poème qui a été écrit en février 41. Il est temps d'ôter l'ambre, de changer les mots et d'éteindre la lampe au-dessus de ma porte. Voilà pour la poésie et la vie de Marina Tsvetaeva. Je vous remercie.